Hello à toutes et à tous, bienvenue dans Crypto Coulisses. Aujourd'hui, j'accueille Isor Coursonnet, CEO de Offset. Salut Isor. Salut Gary, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi et merci à The Outpost de nous accueillir dans ces super studios. On inaugure. On inaugure, génial. Dans cet épisode, on va parler de quoi? De contrat carbone. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps la série d'Argent et de Sang, très cool. J'en entends beaucoup parler en ce moment. Et voilà, on va venir un peu dans les détails des contrats carbone, c'est quoi, comment ça marche, toutes les arnaques qui ont existé avec les contrats carbone et la solution que toi tu apportes avec The Offset. D'ailleurs, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter Offset? Bien sûr. Merci encore Gary. Alors pour Offset, on assiste les grandes entreprises à monétiser leur effort de transition énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un système économique qui a été mis en place qui va indexer une tonne de gaz à effet de serre, donc on va dire une tonne de pollution. Et à côté de ça, ils vont y indexer un permis carbone. Donc pour un permis carbone, tu peux polluer à hauteur d'une tonne de GHG, de gaz à effet de serre. Donc les entreprises, généralement les grands industriels, le secteur de l'aviation, le secteur maritime, du coup forcément ils vont être considérés comme étant des grands pollueurs. Pas forcément par volonté, mais plus par modèle économique qui a été construit plutôt dans les années 70-80. On avait beaucoup moins accès à des ressources durables. Ouais. Et donc, ils savent qu'à la fin de l'année, ils vont avoir un bilan carbone à effectuer. Sur ce bilan carbone, il y a deux façons de s'en sortir, entre guillemets. La première, ça va être d'acheter des permis carbone ou de les récupérer sur un système d'auction. Okay. Donc, soit ils s'échangent en fait les permis entre eux, entre entreprises, soit ils vont aller auprès des gouvernements et récupérer des permis. Et ça, peu importe les pays, c'est-à-dire que ce soit une compagnie, je sais pas, qui soit en Chine, en France ou aux États-Unis, il y a une réglementation internationale. Alors tu touches le doigt sur un des grands pain points déjà, donc on rentre directement dans le vif du sujet. Ça c'est un sujet qui est très très vaste, donc je vais essayer de le rendre le plus abordable possible et le plus amusant aussi, parce que l'idée c'est aussi qu'on soit diverti. Et pas seulement que ce soit toujours du sérieux, même si c'est un sujet qui l'est et qui demande un peu de responsabilité dans le traitement. Yes. Donc à l'heure actuelle, les premiers embruns de cette awareness sur l'écosystème du carbone viennent du protocole de Kyoto en 98. Donc en 98, les États se réunissent à échelle mondiale et se disent on a un problème en termes de réchauffement climatique. On sait que la source du problème du réchauffement climatique est liée du coup au gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on peut faire pour limiter ça? Donc là, il y a une des personnes qui était présente qui lève le doigt et qui dit « Attendez, on a déjà vu ça aux États-Unis dans les années 70 avec les pluies acides. » Parce que au moment du boom après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu du coup beaucoup d'industriels, beaucoup de polluants, à tel point que les États-Unis, dans la partie nord, étaient recouverts de pluie acide et ça devenait problématique pour les citoyens de façon assez immédiate. Ok, acidité qui venait de pollution. C'était utility now, il faut qu'on trouve une solution. Okay. Donc la solution la plus simple qu'ils ont trouvée, c'était de mettre en place un système qu'on appelle le cap and trade. Qu'est-ce que ça veut dire cap and trade? Cap, c'est tu es capé et au moment où tu atteins ce cap, et du coup tu dois trader. Sinon tu ne pourras pas dépasser ce cap. Okay. Donc ils ont réussi à mettre en place un système économique pour incentiver les entreprises à bénéficier du système de cap and trade. Donc, ils avaient pareil des permis auxquels ils devaient s'astreindre pour ne pas dépasser certaines émissions à l'époque pour réduire les pluies acides. Ok, donc il y avait déjà ce passif qui existait. Exactement, c'est un système qui est existant, qui a été utilisé, qui a fonctionné à l'échelle d'un État et qui a fonctionné de façon très rapide. Donc, en un laps de temps de 4 à 5 ans, ils ont bien compris qu'ils avaient beaucoup plus d'argent à se faire quelque part à être des bons élèves et ça a réparé le système. Alors, à l'époque, il n'y avait pas eu d'arnaque à la TVA aux États-Unis à l'époque. Il n'y avait pas d'arnaque à la TVA aux États-Unis. Là, en plus, je crois que c'était un projet pilote d'abord qui avait émergé côté de l'Ohio. Puis après, du coup, il l'a étendu. Mais il n'y avait pas pensé. Ils étaient occupés à faire d'autres choses dans la finance à l'époque. C'était vraiment très, très, très de niche. Ok, ouais, c'était vraiment. Puis en plus, comme ça s'adressait, encore une fois, à un public qui est très industriel, on va pas s'adresser à des personnes qui connaissent les codes de la finance ou qui connaissent les codes de la fiscalité. C'était vraiment des entreprises qui avaient besoin de travailler au jour le jour, qui n'avaient pas non plus envie de s'engager dans des pratiques qui savaient être désastreuses parce que outre être gérant d'entreprise, tu es aussi une personne. Ouais. Donc savoir que tu as une pluie acide à cause de ton activité peut être problématique d'un point de vue éthique et moral, surtout de façon immédiate. C'est vrai. donc ils se sont inspirés de ce modèle-là. Donc on fast forward jusqu'au protocole de Kyoto. Donc là, tous les gouvernements se réunissent et se disent bon, il faut qu'on mette en place un système similaire pour les émissions. Okay. Donc là, c'est le départ de la naissance des marchés carbone, si on regarde vraiment à la genèse.
à ce moment-là, l'Europe se dégage en champion en disant bah, écoutez, nous, on va mettre en place un système qui va permettre de faire bac à sable pendant environ une dizaine d'années. Et les autres pays qui, du coup, ont peut-être d'autres tissus économiques qui sont un peu plus compliqués à mettre en place. Ce qui est bien avec l'Europe, c'est du coup, on a centralisé beaucoup de choses d'un point de vue réglementaire. Donc, quand on met en place une réglementation, dans la public policy, ça va très vite. Pour une fois, ça nous sert. Donc l'Europe met en place ce qu'on appelle le EU-ETS. Donc, European Union, EU, ETS, Emission Trading Scheme. Emission pour émission, donc les gaz à effet de serre, trading, exchange, et scheme, protocole ou système, donc le système dans lequel on va pouvoir échanger les différentes émissions. Ok. Voilà. On va avancer un petit peu plus dans l'histoire. À l'heure actuelle, il n'y a, et c'est un petit peu triste à dire, que 41 pays qui ont mis en place un ETS. Il n'y en a que 7 qui ont un ETS fonctionnel. Et d'après la dernière COP28, tous les pays du monde vont devoir mettre en place un ETS dans un laps de temps très court, donc au cours de la prochaine année. Quand tu dis mettre un ETS, c'est se connecter un peu à ce système mondial qui trade. Exactement, c'est répliquer un système comme celui de l'Union européenne pour que justement l'échange puisse se faire de façon globale. D'accord, mais donc répliquer un système et pas se connecter à une bourse centralisée. Alors ils peuvent faire les deux. Okay. Soit ils vont enfin c'est un petit peu un mélange. C'est-à-dire qu'ils vont devoir le répliquer à échelle nationale, sinon c'est pas tenable. Enfin, chaque nation va avoir des attendus et des impératifs économiques différents. Et à côté de ça, ils vont être obligés de générer une interopérabilité. Parce que si tu trades les permis à échelle nationale, ça va pas affecter ton PIB. Little known fact, à peu près 60% du PIB des pays qui ont mis en place un ETS sont affectés par les dividendes des permis carbone. Donc c'est un très 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 gros marché qui est très caché et qui a beaucoup plus d'impact que l'on ne pense sur l'économie de nos pays eux-mêmes. Ok. C'est marrant, je pense par exemple à l'Islande, donc un pays qui est carbone neutral. Hein. Oui. Et donc lui, par exemple, est-ce que l'Islande va revendre des droits à carboner et donc ça fait partie de son PIB Exactement, okay. C'est tout à fait ça. Donc en fait, c'est un système que j'adore parce qu'il récompense la responsabilité, l'intelligence économique, le développement durable et ceux qui ont eu la richesse et l'intelligence de faire en sorte d'avoir un système qui fonctionne. Donc par exemple, quand on va regarder vers les pays du Nord européens, comme la Suède aussi et les Pays-Bas, où on a la chance d'être assez intégrés, c'est qu'ils ont vraiment bien compris comment prendre le devant de la course sur ce système et ensuite en faire bénéficier le reste du monde. Quand on va regarder les marchés émergents, comme autour du bassin de l'Afrique ou le Sudaf, eux, ils ont désespérément besoin d'avoir un système d'émission qui fonctionne. Parce que y a un phénomène qui s'appelle les fuites carbone ou les fuites de carbone. Les fuites de carbone, qu'est-ce que c'est? Tu es une entreprise française. Tu sais que tu es pollueur. Tu vas du coup délocaliser ton usine dans un marché émergent. Ouais, ça va venir. C'est pas de l'optimisation fiscale, mais c'est de l'optimisation carbone, on va dire. Donc, chez toi, tu n'as pas besoin d'acheter des permis qui vont te coûter très cher parce que tu ne pollues pas. Par contre, dans le marché émergent, qui étrangement n'a pas de système qui est mis en place, tu pollues, mais ça n'a pas vraiment d'incidence. Alors qu'en fait, il faut qu'on se sorte dans cette espèce de démarche étatique où on pense de façon nationale. Ça ne fonctionne pas. On est dans un monde qui est hyper connecté. On est sur le point de vivre une mondialisation extrême. Il faut qu'on commence à réfléchir de façon holistique sur l'intégralité du globe. Et justement, la complexité de mettre en place un système qui unifie sans aller dans un excès de centralisation, pour moi, la solution, c'est de passer par justement une solution qui est décentralisée. Parce que ça responsabilise chacun des différents États à non seulement mettre en place son ETS, mais également à trouver une brique technologique qui puisse accélérer en dessous. Sinon, on n'arrivera jamais à faire une transition énergétique qui soit durable. On a une transition à 9 milliards par an à financer. C'est énorme. Et puis, on doit le faire avant 2030. Ouais, le temps presse. Le temps... Alors, je n'aime pas faire de l'alarmiste éco. J'estime que c'est plutôt dire attention, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, mais ne pas montrer la porte. Alors que là, la panique est passée, on sait, la maison brûle, très bien, merci beaucoup. Mais à part ça, comment on fait voilà comment on fait. Est-ce que toi tu veux prendre un extincteur? Est-ce qu'on va se mettre un masque sur le visage et de sortir les gens? Yes. Parce que à part dire oula. Ouais, quelles sont les solutions concrètes? Et d'ailleurs, tu parlais d'interopérabilité. On reviendra après sur comment la blockchain peut aider à résoudre ce problème. Déjà, j'aimerais bien mettre en avant le problème. Et un des problèmes, peut-être, c'est l'arnaque à la TVA.
qu'on Tout avait à vu fait. à l'époque. Donc voilà, il y a eu, j'ai cité la série d'Argent 200. Il y avait une autre série aussi, Les Rois de l'arnaque sur Netflix. Oui, tout à fait. Et donc on a un peu des arnaqueurs français qui ont arnaqué plusieurs milliards à la TVA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce alors c'est drôle, on en a parlé avec le CEO de Blue Next, Okay. donc le théâtre des lieux. Donc sachant que je l'ai rencontré avant qu'on commence à parler vraiment de ce genre de technologie et qu'on commence à parler de centralisation. Donc il était un petit peu dans le backstage en fait de l'univers des crédits carbone et des permis carbone, donc c'était très très intéressant. Et Blue Next d'ailleurs, tu peux rappeler ce que c'est Oui, tout à fait. Excuse-moi, c'est alors Blue Next et de façon affectueuse, j'aime bien l'appeler la V1 d'Offset, notre entreprise. Mais non, c'était des visionnaires. C'était les premiers en 2007-2008 à conceptualiser une bourse de trading dédiée au permis carbone. C'était les premiers à le faire mondial. Donc ils étaient très bien situés. Ils avaient récupéré des talents d'autres exchanges également, qui ensuite sont venus à rester dans les milieux de l'exchange. Le seul point noir qui n'était pas encore dans le scope, c'était justement la traçabilité. Donc on pensait en fait qu'en jouant dans ce marché, il n'y avait pas besoin de pister à la trace. Parce qu'à l'époque, les marchés des stock exchange, des bonds, étaient vraiment réservés à, entre guillemets, une élite financière. Il n'y avait pas encore la crypto où des gens qui ne viennent pas d'un milieu purement traditionnel peuvent s'amuser avec ce genre de code. Donc c'était vraiment les premiers marchés avec les marchés de la commodité où d'autres acteurs pouvaient venir, entre guillemets, s'improviser trader et avoir accès à une plateforme sans passer les 1001 KYC, KYB, où il fallait être accompagné par une banque, il fallait être accompagné par un broker qui connaissait les codes. À l'époque, il y avait encore des marchés à la criée. Donc à Londres, par exemple, il y avait la bourse historique des commodités, qui plus tard a été rachetée par l'Intercontinental Exchange, qui est une des plus grosses bourses aux États-Unis, qui faisait encore les trades au téléphone, dans les marchés, à la criée, avant de devenir tout digital. Un peu l'ancienne, ok. Voilà. Donc eux, ils étaient tout digital, avec Blue Next, donc c'était vraiment un gros pas en avant. Et pour venir au cœur du sujet, qu'est-ce qui s'est passé avec Blue Next? Donc Blue Next proposait très simplement de la vente et de l'achat des permis carbone. Et donc n'importe qui pouvait entrer sur ce marché, aussi bien des particuliers que des professionnels. Il n'y avait pas Il n'y avait pas de limite. Ouais. D'ailleurs, c'est là où ça a posé problème. C'est que du coup, beaucoup des industriels savaient qu'ils devaient se procurer ces permis. Mais c'est pas dans leur ADN. Enfin, eux, ils vont vouloir faire tourner leur boutique. Ils vont pas vouloir s'improviser financier. En revanche, il y avait un système qu'il fallait exploiter et qui pouvait rajouter une manne supplémentaire de liquidité pour leur entreprise. Pourquoi ne pas l'utiliser? Parce qu'avant donc cette plateforme de marché secondaire, en fait, les entreprises, elles pouvaient pas gagner de l'argent par rapport aux excédents de crédit carbone qu'elles avaient, ça. C'est ça. Il y avait un système gouvernemental qui était encore jeune, qui était au stade embryonnaire, qui mettait à la vente ou à l'auction, aux enchères, des permis. Ou alors qui en distribuait, parce qu'ils se doutaient bien que c'était les tout départs du système, que ça allait prendre un petit moment d'adaptation, donc autant en donner quelques-uns pour qu'on commence à se faire la main, etc. etc. Donc c'était vraiment les départs de la monétisation et surtout de la possibilité de spéculer sur une nouvelle classe d'actifs. Spéculer dans le sens où tu dis, ce droit-là, actuellement, je sais pas, il vaut 100, peut-être demain, il vaudra 150. Exactement. Parce qu'en fait, les permis carbone n'ont pas de date d'expiration. Donc il faut vraiment voir ça comme une nouvelle monnaie. Une commodité à laquelle j'aime beaucoup comparer le carbone, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est régulé par des États. Il y a une réserve finie. Il y a des permis à récupérer. Et c'est un marché qui est licencié, donc qui est également très régulé, mais qui a une incidence climatique. C'est assez similaire avec le carbone, quelque part. Ouais, c'est vrai. Et quand on voit l'ampleur qu'a pris le marché du pétrole, il faut vraiment se dire qu'on est au néolithique encore du marché du carbone. Donc pour revenir sur Blue Next, à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'est pas une fraude carbone, c'est une fraude TVA. Complètement. Et beaucoup de personnes ont fait l'amalgame entre ce qui s'est passé, ce qui a quand même coûté 2 à 3 milliards à la France, somme toute. Il a fallu, je sais pas combien, on est encore en train de rechercher les dessous de l'histoire parce qu'il n'y avait pas de traçabilité sur un système, par exemple un ledger ou une blockchain. Oui. je jette ça là. mais c'est très compliqué pour des enquêteurs en fait de réussir à dire alors qui a changé, parce que quand on ouvre le capot et qu'on regarde ce qui s'est passé, on a un industriel qui veut s'acheter un permis, mais il ne sait pas comment ça fonctionne. Parce que les plateformes sont compliquées, c'est de nouveaux codes, etc. etc. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? S'adresser à des brokers ou à des asset managers qui, eux, sont généralement, ont moins un spotlight qui est braqué sur eux
c'est des entreprises qui sont beaucoup plus boutiques, donc ils sont à 5-10 à générer les assets maximum. Il y a des noms, des fois, qui peuvent évoquer tout et n'importe quoi. Donc, ça a le droit d'être transparent, quelque part. C'est limite presque une convention. Donc, ils vont s'adresser aux courtiers, et les courtiers, ensuite, vont aller sur les marchés. Mais des courtiers, il y en a plein. Une entreprise aux États-Unis ou en Allemagne, ils peuvent s'adresser à un courtier qui est situé en Suisse. Donc, c'était le meilleur sac de nœuds pour réussir à faire tout et n'importe quoi. Ouais, et comme tu disais, en fait, le carbone, c'est un prétexte, mais ça aurait pu être avec une autre commodity. En fait, c'est juste que c'est tombé sur le carbone. C'est exactement ça. C'était une commodity qui était peu connue, qui bénéficiait d'un grand élan, où il y avait toute une sous-couche en fait de tiers où on pouvait générer de la confusion et rendre le travail du coup du régulateur plus compliqué. Il faut vraiment se mettre quand on se met dans le mindset de ce qui s'est passé, faut se mettre dans le mindset pas d'un criminel, mais d'un optimisateur. Et quand tu veux optimiser de façon fiscale ou otherwise, ou même dans la finance, c'est à quel point est-ce que je peux générer une couche de confusion telle que me retrouver soit plus coûteux que le fait de ne pas me retrouver. Et d'ailleurs, pour rappeler donc l'arnaque, c'est qu'en gros, donc, ils ont introduit la TVA sur ces droits à décarboner. Et donc le souci, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes peu scrupuleuses qui créent des sociétés écrans dans des pays Exactement. Plus ou moins obscurs. Et donc qui allaient acheter ces droits à décarboner via ces holdings, récupérer la TVA et après ne pas restituer la TVA, si je ne dis pas de bêtises, à l'État français. C'est ça, tout à fait. Si mes souvenirs sont bons, le montage qu'ils avaient réalisé avec Marco Mouli en tête, ils avaient fait appel à un trader qui était basé en Pologne, qui sortait les fonds en Pologne, qui était un des meilleurs du pays et qui ensuite faisait les redressements financiers et il les ressortait dans d'autres pays. Donc du coup, en fait, ils venaient sur un marché, ils se rachetaient en fait du coup la denrée, mais juste ils gardaient la TVA dans leur poche. Hein. C'est ça. Mais c'est pas si compliqué que ça en fait les arnaques à la TVA. Hein. C'est juste un 20% de plus. C'est tout. Ouais. Ça peut marcher sur. En plus, ils le faisaient. Bon là, ils ont décidé de le faire sur le carbone, mais ils le faisaient sur les téléphones. Ils l'ont même fait sur des timbres à une époque. Enfin, vraiment, les fraudes à la TVA, il y en a eu. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. C'est juste que là, comme c'était des permis qui avaient une valeur numéraire qui était assez élevée. En plus, du coup, il y a eu un pic au moment où il y a eu parce qu'il y avait plein de mouvements, donc il y avait plein de volumes. Donc, l'ampleur de la fraude à la TVA, forcément, s'est ressentie de façon beaucoup plus pénétrée, on va dire. Ouais. Et alors, c'est intéressant de remettre encore, enfin, de poser un peu les bases, Ouais. d'expliquer comment la blockchain peut solver ce problème. La première question que je me pose, c'est aujourd'hui, avant ce marché secondaire, comment ça fonctionne pour les entreprises? C'est-à-dire que, est-ce que les entreprises, quand elles excèdent leurs limites de droits à polluer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles doivent acheter des droits directement auprès de l'État? Et donc maintenant, il y a ce marché secondaire qui est une alternative, mais comment ça marche d'habitude? Très, 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 très bonne question. Et en plus, ça pourrait peut-être éduquer d'autres personnes à mieux comprendre ce marché qui est très compliqué, soyons francs. Donc à l'heure actuelle, donc on va prendre un exemple, on va prendre un use case. Une entreprise située aux Pays-Bas qui s'appelle Holcim AG, par exemple, qui a des bureaux au niveau monde, qui est considéré non pas comme un ETI, mais un ETI-GE, grande entreprise. Donc, eux, ils vont devoir calculer leur émission de carbone. Donc là, ça va leur coûter. Okay. Ensuite, une fois qu'ils ont calculé leur émission par an ou sur un plan de 5 à 10 ans, ils vont devoir se procurer des permis. Ces permis ont un nom, ça s'appelle des EUA, European Union Allowances, des autorisations de l'Union européenne. Une fois qu'ils ont les EUA en poche, ils peuvent soit les envoyer au régulateur en disant c'est bon, regardez, soit les incorporer dans leur bilan carbone. Si jamais ils ne se procurent pas les EUA, on a une législation qui est assez dure qui vient de rentrer en vigueur. Toute tonne de carbone non compensée équivaut à une amende de 100 €. Je te laisse imaginer la petite panique qui a eu lieu quand on se dit mais attendez, mais c'est super compliqué. Déjà que c'est compliqué de se plier au dernier cadre régulatoire, donc en l'occurrence la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc c'est une directive européenne qui demande à environ 55 000 entreprises à l'échelle de l'Europe de mettre en place un rapport. Mais avant de savoir que c'est un rapport, la CSRD, il faut faire beaucoup de recherches. Okay, ouais. Donc il y a plusieurs entreprises qui émergent en disant oui, on vous fait votre CSRD. Mais à quoi ça ressemble? Quels sont les templates? À qui on l'envoie? Tout ça, c'est encore très très nouveau. Ouais, c'est pas un formulaire Excel dans lequel tu mets je consomme tel nombre de tonnes et je vais payer tel montant. C'est beaucoup plus compliqué. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc si on prend, j'aime bien faire des parallèles avec des choses existantes, parce que du coup, ça permet aux gens de mieux se saisir de l'état de l'art de la chose.
bilan carbone, bilan fiscal financier. Tout simple. Quand on regarde l'audit financier à la fin d'une année fiscale, on va avoir 2 frameworks majeurs. On va avoir le GAAP, ou GAP, et l'IFRS. Donc, c'est des standards internationaux dans lesquels un directeur financier peut rentrer du coup ses lignes d'entrée ou de sortie de trésorerie et du coup de justifier en fait son bilan. Voilà. Mais c'est un milieu qui a été régulé il y a longtemps et pourtant on se rend compte que y a 2 standards mondiaux qui ont réussi à émerger. Ça va être la même chose sur le bilan carbone. C'est OK, combien d'émissions sont sorties, combien d'émissions sont rentrées. On va avoir le droit de faire appel à un OTI, un organisme tiers de confiance indépendant, pour réussir à réaliser notre bilan. Mais une fois que le bilan est réalisé, ça ne peut pas dire vraiment qu'il a été mis en place et qu'il a été effectué. Ça dit juste, on a été des gros pollueurs ou on n'a pas été des gros pollueurs. Donc c'est au niveau de l'État ensuite qu'il faut venir faire un droit de régularisation en disant, écoutez, oui, ça a été notre bilan carbone, ça a été les permis qu'on est venu se procurer et on en est à tel endroit en fait au niveau de notre démarche de développement durable. Est-ce que c'est un peu plus clair ? Ouais, c'est clair. Alors la question que je pose déjà, c'est combien ça coûte, parce que tu parlais évidemment de 100 € par tonne, oui. Mais sur le marché, on est à combien aujourd'hui Alors, excellente question également. Donc, c'est un marché qui fluctue. Mais c'est un marché dont on connaît les prix, contrairement au marché du carbone volontaire, dont on pourra ouvrir la grande boîte plus tard. Je fais un très bref parenthèse. J'ouvre une parenthèse, comme certains aiment bien le dire. On a 2 marchés du carbone. Okay. On a le marché volontaire, on a le marché compliant. Pour les cryptonatifs, le marché volontaire, c'est des altcoins, c'est des shitcoins. Le marché compliant, ça va être le BTC et l'ETH, entre guillemets. Voilà. Même si, non, BTC et ETH, c'est une mauvaise analogie. Ce serait plutôt de l'USDT ou de l'USDC. Voilà. D'accord. C'est adossé à une réserve. On peut y donner une valeur et on connaît le coût de la valeur. Il n'est pas fixe, il fluctue, mais en l'occurrence, on peut le suivre. Voilà, il est moins volatile. C'est ça. Alors que le marché du carbone volontaire, c'est impossible de savoir des prix pour certains carbones. C'est très compliqué. D'accord. Et donc, du coup, sur le marché compliant Donc, sur le marché compliant, à l'heure actuelle, ça s'échange. Je crois qu'hier, c'était à 67 €. Ouais. Il y a encore un mois, c'était à 87. On a fait un pic aux alentours de 110. Et l'année dernière, c'est tombé jusqu'à 45. Donc, généralement, on dit qu'en moyenne, ça fait à peu près une tonne qui s'échange à 75 €. D'accord. Et alors, avant de parler justement de la blockchain, une dernière question, c'est par rapport à ces émissions carbone, comment elles sont calculées ? Comment tu sais qu'une entreprise, elle va... est-ce que c'est lié en fait au... Je sais pas, il y a un taux par secteur en fonction de ton chiffre d'affaires, je sais pas, c'est quoi un peu la méthode de calcul Alors, c'est très compliqué et très simple à la fois. Ouais. Je m'explique. Il y a un système pour calculer en fait ces émissions qui s'appelle le système MRV, donc Monitoring, Verifying and Reporting. Mais sous la grande chape des solutions qui permettent de MRV, il va y avoir des solutions qui sont plus ou moins fiables. Donc à l'heure actuelle, différents frameworks ont été mis en place. Donc on va avoir des frameworks Banque mondiale, on va avoir des frameworks World Economic Forum. Après, on va avoir des frameworks Parlement européen ou l'UNFCCC, United Nations Framework for Climate Change. Et en fonction du framework qu'on va utiliser, on va pouvoir calculer justement quelles sont les émissions. À l'heure actuelle, le système le plus fiable, c'est de faire une valeur numéraire sur une valeur carbone. Par exemple, j'ai dépensé 150 000 € dans un secteur particulier, par exemple dans le transport maritime. Je sais que 150 000 €, ça équivaut à tant en émissions. 50 000 € de pétrole et de bateaux, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Ou 150 000 € dépensés pendant un voyage, tu vois. Ouais. Et en fait, on va essayer d'adosser à une valeur chiffrée argent, une valeur carbone. Okay. Mais encore une fois, c'est vraiment, c'est extrêmement vulgarisé. Oui, mais c'est pour déjà comprendre un peu. Oui, tout à fait. Faut se dire que c'est vraiment très technique, c'est une science en elle-même. Les frameworks, il y a pour des pages et des pages et des pages d'Excel. À mon sens, la seule solution que j'ai vue être très fiable sur le marché, c'est une solution d'une start-up qui a été développée sous BCG, qui s'appelle CO2 AI et qui utilise justement une solution d'intelligence artificielle depuis 2003 pour calculer tout ça. C'est pas nouveau. Ouais, mais faut brasser énormément de données. Il y a des datasets qui sont très précis, il faut savoir où chercher. En Suisse, ils sont très bons pour trouver des bons datasets sur OK, on a vu à échelle de temps, etc. Donc du coup, on peut ensuite scale-upper. Donc il faut se dire qu'à l'heure actuelle, on a 3 scopes, donc trois entre guillemets grandes familles d'émissions. Il va y avoir le scope 1, le scope 2 et le scope 3.
Scope 1, ça va être un certain type d'émissions. Ce sont des émissions propriétaires d'une entreprise directement. Scope 2, ça va être l'entreprise et certains fournisseurs. Scope 3, ça va être toute la vie de l'entreprise. Je te laisse imaginer à quel point c'est compliqué de le calculer. Ouais, voilà. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes dédiées dans la boîte. On en est à 40% de marge d'erreur sur le marché à l'heure actuelle. Ça, c'est les chiffres de Reuters sur ce qu'on pense, qu'on a calculé, et la réalité de l'état d'art de la situation. Très différent. Les opportunités business pour créer des solutions. Oui, après, c'est un marché qui est très peuplé. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants qui se sont mis sur le marché parce qu'il y avait une effervescence. Ils se sont dit, tiens, il y a un boulevard, on y va. Je pense qu'il faut plutôt se tourner vers des personnes qui viennent d'autres marchés, qui sont déjà établies dans d'autres marchés, et du coup, dont on a confiance sur la façon dont ils vont aborder la problématique. Ouais, bien sûr. Parce que ça va vraiment demander une rigueur et une intégrité qui relève à ce stade du domaine de la haute finance. Parce qu'il faut être extrêmement précis dans tous ces calculs, c'est limite scientifique. D'accord. Bon, une fois qu'on a posé le décor, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que Offset apporte comme proposition de valeur et quels problèmes en fait vous adressez avec quelles solutions Tout à fait. Comme on a pu le voir au cours des premières minutes de cette interview. C'est pédagogique, merci. Voilà, avec grand plaisir. C'est très compliqué. Oui. Voilà. C'est très compliqué et alors je vais infantiliser un petit peu le dialogue. Bien sûr. Faut voir le carbone un petit peu comme un arc-en-ciel avec au bout la promesse d'un leprechaun avec un pot of gold. Voilà, c'est un marché à 300 milliards. On se dit, ah là 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 là, on va rentrer sur le marché, on va pouvoir mettre en place une transition écologique qui va fonctionner. Go, 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 go. Mais c'est un petit peu une ruée vers l'or sur du fool's gold où personne ne prend vraiment le temps de regarder, de calculer, de faire une méthode scientifique qui va permettre d'arriver à un résultat. Une fois que j'ai dit ça, je vais prendre 2 chiffres. Il y a les chiffres qui ont été donnés par Bloomberg, donc pourtant qui est un établissement qui est reconnu, qui juge le marché comme étant un marché à 800 milliards. Énorme. Ouais, alors tout à l'heure, je parlais de 300 milliards. Exactement. Pourquoi est-ce que j'ai dit 300 milliards? Parce que quand on regarde Markets and Makers, quand on regarde MSCI, donc les standards de Morgan Stanley, quand on regarde Reuters, ça donne pas les mêmes chiffres. On a du 250, on a du 500, on a du 350. Donc, quand on se rend compte, en fait, de la grande chevalerie, la grande mécanique que peuvent mettre en place ces belles entreprises qui, pourtant, sont sur des marchés financiers qui sont également compliqués et réussir à se tromper, pas d'un fossé, mais de kilomètres, c'est se dire à quel point on manque de granularité. Une fois ceci établi, nous, on veut simplifier et clarifier le marché, c'est tout. Voilà. On prend des gens qui ont l'habitude de se casser la tête sur des Tetris, que ce soit dans la blockchain, dans la finance ou dans l'audit. On a mis à disposition nos connaissances dans la finance du climat pour faire en sorte que la chose soit simple pour les industriels. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a 50% des revenus des marchés ETS qui sont dus à la taxe et pas à l'utilisation du système. Ok, alors est-ce que tu peux développer ce point-là? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, du système carbone qui est mis en place, 50% des revenus qui sont récupérés par les États, il y en a 50 qui sont grâce à la vente et l'achat des permis, donc le système fonctionne. D'accord. Et 50%, c'est de la taxe parce que c'est de l'amende. Ok. Donc c'est 50% de personnes qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait. D'accord. Qui sont taxées. Ouais. C'est pas le but. C'est pas le but. Ouais. Le but, en fait, c'est pas de taxer sur une mauvaise pratique, c'est pas de leur taper sur les doigts. Le but, c'est de leur dire, utilisez le système, polluez moins et récupérez ensuite les fruits de vos efforts. Alors qu'à l'heure actuelle, on est dans une démarche punitive de, on va vous taper dessus jusqu'à ce que vous finissiez par avancer dans la bonne direction, mais sans vous dire où c'est, sans vous dire comment ça fonctionne, en vous laissant tout seul, avec 3 gros problèmes. Un, excuse-moi, je parle beaucoup. On aurait dû prendre de l'eau. Donc une espèce de criminalisation de vous êtes en train d'attaquer la planète. Donc déjà, il y a une grosse charge éthique et émotionnelle il y a une pression qui est mise sur les industriels. Deuxièmement, une problématique parce que c'est un marché qui est traditionnellement financier, donc ils ne le connaissent pas. Ouais. Et troisièmement, des portes d'accès qui sont encore une fois très complexes et coûteuses. Okay. Donc nous, on leur met à disposition une plateforme qui est intégrée sur le marché primaire. Donc ils ont directement un flot en fait de permis qui vient des gouvernements. Ils peuvent les acheter de la façon la plus simplifiée qui soit. Nous, on utilise les codes de la crypto. Pourquoi? Parce que si on arrive à onboarder des jeunes adultes et à les faire s'intéresser à la finance avec autant d'engouement et autant d'entrain et autant d'enthousiasme, je suis persuadée qu'on peut faire la même chose avec un autre écosystème. Il faut juste leur donner les outils pour le faire de façon ouverte et simple. Ok. C'est tout. Alors, c'est pas mal de questions par rapport à ce que tu viens de dire, mais le premier point qui me vient en tête, c'est vous êtes vraiment
vous allez accompagner les entreprises plus sur la partie achat-revente de titres à décarboner et pas sur la partie calcul. On soit d'accord là-dessus Alors justement, à terme, on a l'intention de faire les deux. Okay. Moi, ma vision à terme, c'est d'avoir un one-stop shop où tu sais que tu fais partie en fait d'un système d'émission. Tu cliques sur Offset, tu as une solution de calculateur carbone, soit qu'on va outsourcer, soit qu'on va développer in-house. Une fois que tu as fait ton calcul carbone, ton calcul te permet d'être adossé à ton audit. Ton audit te dit, OK, il faut que tu achètes tant ou il faut que tu vendes, ou tu peux vendre tant. Voilà, tu es directement connecté à l'exchange. En plus, l'exchange, on emprunte des codes qu'on connaît. Bon, bah, ça va être aussi simple que du Kraken ou du Binance, avec une interface qui est rendue le plus simple possible. Après, on aura des interfaces spécialisées pour ceux qui ont vraiment envie de s'adresser aux asset managers. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien, il peut le faire lui-même. Ouais. Donc, il va sur la plateforme, soit il achète, soit il vend. Après, on l'offre et ça envoie un petit rapport au régulateur avec lequel nous, on est déjà connectés. Donc, on va également se charger du travail de lobbying au niveau des instances. D'accord. Et quand tu dis vous êtes connecté au régulateur, ça veut dire que vous allez envoyer, je sais pas, à l'État français par exemple, le fait que telle entreprise vient d'acheter, je sais pas, l'équivalent de 20 tonnes. C'est ça, tout à fait. Okay. En fait, on va leur faire une traduction du ledger qui sera commun. Ok. Alors la grande question que je me pose, c'est actuellement, sans une plateforme comme Offset, comment ça marche et pourquoi ça marche. Enfin, pourquoi aujourd'hui, je sais pas, le marché primaire, c'est pas suffisant. Par exemple, moi, je suis une entreprise. Pourquoi je ne peux pas directement acheter des droits à décarboner directement auprès de l'État français, qui a peut-être une plateforme, je ne sais pas. Tout à fait, c'est une excellente question. Donc comment ça fonctionne ? Ça fonctionne, je vais prendre vraiment le use case de l'Europe, parce que si on commence à regarder monde, on va rentrer dans un tunnel, et c'est pas le but. Donc en Europe, à l'heure actuelle, on va avoir l'UNFCCC, qui régule en fait le nombre de permis qui sont alloués à la Commission européenne. Okay. Voilà. La Commission européenne, on met en place un registre qui trace en fait quels sont les pays qui ont droit à tant de permis carbone. Après, c'est au pays de dispatcher les permis carbone aux industriels sur le terrain. En l'occurrence, pour la France, c'est la Caisse des dépôts et des consignations avec lesquelles on est en communication et avec lesquelles on est en train de travailler sur justement la tokenisation des permis pour permettre cette transparence et cette traçabilité. Après, c'est très compliqué parce que, donc je vais citer mon dernier échange avec la CDC qui date d'il y a peu, le registre appartient à tout le monde. Donc, savoir si on a le droit d'utiliser le registre ou si on peut changer le registre, ça ouvre tout un éventail de questions qu'on est en train de chercher à résoudre à l'heure actuelle, parce que la CDC est censée être au service des citoyens. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas un arbitre. Il n'y a pas un arbitre. Il n'y a pas un arbitre. Après, donc, une fois, soit on s'adresse à la banque au niveau national, qui du coup va délivrer les permis, soit on va aller sur deux plateformes. La première plateforme, c'est EEX, l'European Energy Exchange, qui est la bourse historique européenne sur les marchés de l'énergie. Soit on va s'adresser au continent américain, chez ICE Intercontinental Exchange, qui eux aussi sont une bourse historique qui fait du tout digital. D'accord. Alors, admettons que je suis une entreprise française dans le transport maritime, et donc je vais vouloir acheter des droits à décarboner sur la plateforme européenne dont tu parlais. Comment ça se passe ? Ouais, enfin, en gros, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça légitime du coup le fait que vous vouliez… 25 clics. 25 clics, d'accord. 25 clics, une banque d'affaires, un trader et avoir lu au moins, je pense, 35 documents sur le site de l'Union européenne. Ok, donc ouais, en gros, c'est une histoire d'expérience utilisateur que vous voulez résoudre. C'est ça, c'est très très long. Nous, on fait ce que j'appelle une innovation d'usage. D'accord. On se sert de technologies qui fonctionnent dans d'autres écosystèmes. Nous, on les assemble juste pour faire en sorte que ce soit plus simple, plus facile, moins cher. Ok. C'est tout. Un peu comme les néobanques sur le marché de la banque traditionnelle. C'est exactement ça. On est un néo-exchange. Ok, très clair. Alors, justement, tu parlais de blockchain et je pense qu'il y a pas mal de parties pris, parce que donc, on a échangé en off pour préparer un peu l'épisode. Et je trouvais ça intéressant. Déjà, le premier point, je crois que tu es sur la blockchain Cosmos, hein, tu m'avais dit. Alors, la question que je me pose, c'est comment tu vois les choses en termes d'expérience utilisateur. Tu parlais de plateformes comme Binance, Kraken. Est-ce que tu vas avoir, en tant que société, la même expérience utilisateur que sur un Binance Kraken? Est-ce que tu vois la blockchain, tu dois, je sais pas, créer sur Cosmos, je crois que c'est Kepler. Ouais. Est-ce que tu vas te créer un web Kepler et si c'est le cas, est-ce que tu n'as pas peur de perdre tout le monde en fait Alors justement, c'est une excellente question parce qu'on s'est beaucoup posé en interne. Pour nous, la vitrine est entre guillemets Web 2, la cuisine est Web 3. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe en cuisine. Ouais, moi, si je commence à devoir faire de l'éducation
au niveau des industriels français sur comment fonctionne un wallet, Ouais, on n'est pas rendu. c'est pas demain la veille qu'on va réussir à faire une transition énergétique qui est efficace. Hein. Ouais. Par contre, penser long terme et dire, tenez, on a pris des codes d'un écosystème, on vous dit pas lequel, hein. On a pris des codes d'un écosystème et on vous les a mis chez vous. Ah, ça fonctionne bien, c'est rapide. D'accord, c'est transparent. En plus, tout le monde collabore. OK. En fait, c'est les codes de la crypto et de la blockchain. Donc, ça fait depuis un certain temps maintenant qu'il y a beaucoup de... il y a un côté sulfureux à la crypto. Ouais, bien sûr. Moins maintenant avec les ETF, mais... Moins maintenant avec les ETF. D'ailleurs, on les remercie d'entrer sur le marché parce que ça redonne de la confiance aussi. Mais ce n'est qu'en faisant des use cases qui viennent de nos écosystèmes, en les traduisant et en les vulgarisant pour les mettre au service d'autres, et pas dire non, c'est à vous de vous plier à vos règles, qu'on va réussir à faire vraiment comprendre les bienfaits et les mérites de cette technologie. Donc non, pour te répondre, quand ils vont aller sur la plateforme, nous, on va gérer leur wallet, on va être custodian, on va se charger des transactions on-chain, on va leur dire qu'ils ont des tokens, donc c'est nous qui allons faire la conversion entre le permis et le token. Ils vont juste passer des appels d'ordre, comme sur Kraken, Simple, et même pas Kraken Pro. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à cette partie-là, parce que tu disais justement qu'il y avoir la partie custodiale, mais donc je suis cette entreprise maritime, est-ce que je peux acheter ces droits à décarboner en fiat, donc en euros, ou je dois transformer mes euros en stablecoin? C'est une excellente question. Ouais. Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, là on rentre dans ce que j'appelle le secret sauce d'Offset. Okay. On veut proposer les deux solutions. Première solution, fiat, token fiat. Très simple. Deuxième solution, fiat, USDT, USDC, USDT, USDC token USDT, USDT, token fiat. Okay. Ce qui veut dire qu'on peut réussir à générer du volume sur un marché, sur des futures, en passant par des asset managers digitaux qui connaissent les codes, qui savent déjà comment ça fonctionne et qui, eux, cherchent des use cases pour diversifier leur portefeuille. L'idée, c'est pas de faire de la spéculation, c'est de faire du volume, ce qui est très différent. C'est de dire, regardez, il y a un marché qui a faim, qui nécessite d'avoir de l'attention qui est mise dessus, de le rendre sexy, de le rendre seamless et de le rendre rapide. Parce que si jamais on a envie d'intéresser les gens au climat, c'est pas en leur tapant dessus que ça va marcher. L'homme a toujours mieux fonctionné à la carotte qu'au bâton. Ouais, bien sûr. Et il faut qu'on le garde à l'esprit si on a envie d'être réaliste. Ouais. Donc juste dire, vous êtes des méchants, ça fonctionne pas, tous les citoyens, vous devez vous faire attention sur l'intérêt. Non, ça fonctionne pas. Faut commencer à s'adresser au niveau des entreprises et leur mettre dans les mains des jouets qui vont leur permettre d'attirer, de trouver de l'amusement et du plaisir aussi à cette transition. Ouais, c'est indispensable à l'évangélisation. Mais pour venir aussi sur l'aspect un peu blockchain, en quoi le fait qu'il y ait de la blockchain dans l'équation, c'est important, et pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner sans blockchain? Parce que tu parlais d'expérience utilisateur. Moi, la manière dont j'ai compris, c'est que finalement, peut-être c'est une sorte d'interface, et que c'est en réduisant le nombre de clics, même sans la blockchain, tu résous un peu ce problème qu'il y a actuellement avec les bourses existantes. Et en quoi mettre de la blockchain, peut-être que pour l'instant, c'est juste un nice to have. Oui, tout à fait. C'est la vision long terme, et que pour l'instant, juste du marketing aussi, c'est pas grave, et c'est fine. Tu me poses la même question que m'a posé Bilal. Ok. Donc, et je vais donner la même réponse que j'ai donnée à Bilal, que je salue. Hein. Et pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème de lisibilité de l'écosystème, et ensuite il y a un problème interne sur la traçabilité, comme on peut le voir avec la fraude. Okay. Moi, ce qui m'alarme à l'heure actuelle, c'est de savoir que littéralement le système sur lequel on est censé faire valoir toute la transition énergétique est basé sur un fichier Excel. Parce que quand on a accès au registre du Parlement européen, sur le marché ETS, c'est un fichier Excel, où il y a à peu près 25 lignes, dont 7 sont marquées confidential. Okay. That's not transparent enough. C'est pas assez. C'est pas assez bien. Par contre, venir en disant vous n'avez pas mis en place un système qui est tout à fait transparent en interne, c'est pas assez. Il faut venir avec une solution. Donc là, en l'occurrence, mettre en place un ledger commun, un registre commun pour l'intégralité de l'Union européenne qui puisse connecter avec d'autres registres au niveau mondial, ça a un vrai intérêt. Non seulement ça a un intérêt pour éviter la fraude, ça a un intérêt pour s'assurer que les entreprises qui disent qu'ils ont bien acheté des permis, ils l'ont bien fait. Ça a un intérêt pour les citoyens qui pourront venir consulter le registre, se dire tiens, ils ont fait une campagne sur on a atteint net zéro. Comme Shell par exemple dernièrement, on est green. Est-ce que vous êtes vraiment green? Ok, ça permet d'aller vraiment dans le deep down et vraiment de creuser et de tracer. Ok. Pour moi, ça responsabilise 3 couches de la société, le citoyen, l'entreprise et le gouvernement.
Okay. Et pourquoi ça les responsabilise? Parce qu'ils ne peuvent plus jouer à cache-cache. Les entreprises peuvent plus dire, ah mais non, c'est les gouvernements qui n'ont pas fait le travail. Les gouvernements peuvent plus dire, ah non, mais vous savez, c'est pour des raisons de communication. Et les citoyens peuvent plus dire, on ne sait pas où se renseigner. Du coup, on va juste taper sur tout le monde et dire qu'on n'est pas content. Ouais, Je risque de faire que des ennemis en disant ça, mais faut qu'on admette qu'on a un problème et il faut peut-être un petit peu plus de coordination. Yes. Donc en gros, ce seront les transactions faites sur Offset qui seront sur la blockchain. Alors, en revanche, les autres qui ne sont pas faites sur la blockchain, il n'y aura pas cette possibilité d'apporter de la transparence, mais à minima, celles qui sont faites. Et en fait, il faut voir Offset, finalement, comme tu disais, comme une plateforme d'échange où tu peux acheter des droits à décarboner, mais du marché secondaire, en fait. C'est ça, et du marché exactement. primaire, d'ailleurs, tu disais les deux. Alors, à terme, c'est encore une fois, on est réaliste. On y va petit à petit. D'abord, on a envie de montrer qu'au niveau de l'interface, de l'utilisation, c'est plus rapide, c'est plus simple d'accès. À côté de ça, on est en train de travailler avec des gouvernements pour mettre on-chain les données de leur registre. Donc ça, c'est un service qu'on leur propose gratuitement. C'est du pro bono à ce stade. On ne va pas se rémunérer en fait sur simplement un changement de database pour le mettre on-chain. Pour nous, c'est facile. Par contre, après, s'assurer qu'eux, ils aient un registre commun, qui puisse utiliser par exemple le BSI, la blockchain européenne, donc European Blockchain System Infrastructure, lui donner un use case en plus supplémentaire sur du climat. Au fur et à mesure, ils vont se rendre compte de l'utilité. Donc, on va vulgariser au maximum, on va faire en sorte qu'ils puissent mettre les données sur un registre ouvert. Nous, après, on ne pourra pas mettre toutes les transactions, mais on pourra au moins dire, on a une database, ça a été time-stampé. Donc, on sait qu'à partir du moment où nous, on va être live fin de l'année Q1 2025, il y a un endroit qui est un repository avec tous les timestamps des transactions qu'on a eues pour l'instant qui est sur la database. Après, on ne pourra pas garantir la fiabilité des informations qui ont été mises auparavant, parce que ça n'a jamais été mis on-chain. Et au vu de ce que j'ai à voir à l'heure actuelle en termes de suivi de fichiers, il y a quelques petits trous quand même. Mais au moins, à partir de ce moment-là, nous, on pourra dire tout ce qui s'est fait sur notre plateforme, sur le marché secondaire, c'est traçable. Okay. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez utiliser comme service. Et donc, c'est traçable et donc vous allez faire aussi des vérifications d'identité pour chaque Tout à fait. projet, d'accord. Et parlons de stablecoin aussi, parce que c'est intéressant. Pour venir là-dessus, tu parlais donc il y avait deux possibilités. Donc la première assez simple, fiat titre, entre guillemets, et l'autre un peu plus compliqué, où il y avait du stablecoin dans l'équation. Déjà, fiat titre, c'est-à-dire que tu peux arriver et donc tu crées ton compte sur Offset en tant qu'entreprise, et donc tu peux faire un virement bancaire et acheter directement les tokens. Mais alors comment ça marche? Parce que vu que c'est on-chain, vous allez convertir l'argent fiat en stablecoin, puis acheter les tokens avec. Vous faites les opérations entre guillemets sous. C'est un mélange des deux. Pour le fiat permis, c'est du 1 pour 1, tout simplement. Donc on va délivrer les tokens en fonction des fiat qui rentrent. Donc comme ça, on ne se trompe pas sur le liquidity pool et on évite de faire des crashs comme à la Terra Luna. Où il y avait un système de 1-1 aussi qui, lui, après, avait un surbranchement en roll-up qui a fait en sorte que tout s'effondre. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que vous allez à chaque fois revendre le stablecoin, revendre le fiat pour acheter du stablecoin, pour acheter le token. Alors, justement, je ne peux pas te répondre de façon très précise pour être extrêmement transparente parce qu'on est justement en train de s'entourer d'experts. D'accord, pour réfléchir au mécanisme. Ouais, voilà. Donc, on parle avec Kraken, on parle avec OKX, on s'assure en fait d'avoir les bonnes personnes. Qui vont permettre de nous conseiller là-dessus. Par exemple, on a Stéphanie Cabossuras, qui est anciennement de Binance à l'échelle de la France, qui nous assiste sur des questions régulatoires. Donc, il y a une volonté vraiment de notre part et de l'écosystème de s'assurer que on ne met pas en place un système qui pourrait être cassé, vu que le marché avec lequel on joue, soit c'est une bonne solution, soit ça peut avoir des dégâts qui pourront être complexes pour la visibilité des deux écosystèmes. Okay. Donc dans cette démarche-là, le système qu'on a trouvé à l'heure actuelle, c'est de nous lister notre token sur d'autres plateformes. Donc du coup, quand tu dis lister le token, ce token il représente un droit à carboner. C'est ça, c'est le token permis carbone serait listé sur d'autres plateformes. Donc en fait, il pourrait se procurer le token sur d'autres plateformes avec la monnaie qu'il souhaite, et puis après venir l'échanger. Mais après, ça rentre dans une autre problématique de spéculation, c'est qu'après, le token peut faire n'importe quoi à côté. Nous, on a envie d'éviter ça. Donc, l'autre manière d'aborder le problème, c'est de n'accepter que certains pairings sur notre plateforme à nous. Certains donc investissements, enfin achats, tu veux dire. C'est ça, exactement. Quand je parle de pairings, ça va être ta paire US-USDT. Ça, c'est une paire, par exemple. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait une paire EUA, donc European Union Allowance, BTC, par exemple. Donc, on pourrait rentrer en fait dans le bon game des pairings exotiques. Ouais. Et d'ailleurs, juste, je te coupe là-dessus, mais c'est vrai que c'est important de le préciser, le fait que plus tu as de paires,
plus tu vas diviser ta liquidité en fait. C'est ça, exactement. Donc il faut vraiment qu'on soit très 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 précis sur les paires qu'on accepte et qu'on soit très conscient de l'utilité de ceci. Nous, on est sur simple utilitaire. Est-ce que ça sert à quelqu'un et comment est-ce que ça peut réussir à faire avancer les choses. Ouais. Donc là, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on veut faire un crypto point of sale? Parce que c'est plutôt un point of sale qu'autre chose. Parce qu'on a envie de permettre au marché émergent de utiliser cette monnaie, qui est la crypto, qui fait des miracles en termes de remittance fees, d'envoi d'un pays à l'autre sans devoir passer par un établissement bancaire et de pouvoir se procurer en fait ces permis dont ils vont avoir besoin ou de les mettre à la vente. Quand on voit des pays qui considèrent le Bitcoin comme leur monnaie nationale, moi je veux pas créer un système où on leur dise vous n'êtes pas les bienvenus. Alors que le principe en fait d'un marché carbone, c'est d'un marché global. Donc il faut s'assurer d'accepter les monnaies pour tout le monde. Et que ce soit du côté gauche ou du côté droit quelque part. Donc après, comment on va le faire très précisément, j'ai pas envie de m'avancer parce que ce serait prématuré, mais on est en train de se garantir d'avoir vraiment 3 ou 4 paires, pas plus, soit de passer par un token, donc ça ferait vraiment la limite entre le coin crypto, la monnaie, et ensuite entre le permis, ou on arrivera à faire en sorte de brancher les deux, mais pour ça, on va aller parler aux digital asset managers qui vont être en charge de jouer avec ça. Parce que ce n'est pas un industriel qui va faire ça. Complètement. C'est vrai que en fait, le gros enjeu, déjà, c'est de savoir est-ce que tu vas plutôt privilégier les paires contre de l'USD ou de l'euro. Ouais. Et une fois que tu as fait ce choix-là, c'est est-ce que tu vas plutôt aller sur un stablecoin, donc euro ou dollar centralisé ou décentralisé. Donc si on prend euro, c'est est-ce que tu vas aller plutôt sur le convertible de la Société Générale ou est-ce que tu vas plutôt aller sur l'AG Euro d'Engle, qui est complètement décentralisé. C'est ça la question qu'on se pose aussi, parce qu'on parle à la fois la DeFi et la CeFi. Et les deux ont des vertus, tout comme ils ont également des pain points avec lesquels il faut savoir concilier. Encore une fois, l'idée étant de savoir qui est-ce qu'on service nous. Nous, on va servicer de l'industriel. Après, on va quelque part avoir la chance et le privilège, voire même l'honneur, de les accoutumer à certains codes de notre écosystème. Donc, on va choisir, entre guillemets, quelle est la porte qu'on va leur montrer. À savoir quelle est la porte qu'on va choisir, ça, c'est encore en cours de réflexion en interne. Ouais. Je ne suis pas seul décisionnaire, on est 3 cofondateurs. D'accord. Donc, je ferai un petit brush-up sur après, si tu veux, comme ça, vous savez d'où est-ce qu'on vient également. Mais oui, c'est des grandes questions. D'ailleurs, je tiens à dire que toute personne ayant un avis sur ces questions, je cherche à l'entendre. Okay. Donc, ce serait. Puis comme moi, je viens du Web3 à la base. Donc, j'ai travaillé dans les gouvernements, puis dans la public policy, puis après, je suis tombée dans les use cases blockchain appliqués à la civic tech et à la démocratie participative. Je me suis rendu compte que quand on construisait complètement hors sol dans notre écosystème, sans parler aux OG et aux builders, ça marche pas. Voilà. Déjà, ça marche pas d'un point de vue technique, ça marche pas d'un point de vue intellectuel, ça marche pas d'un point de vue culturel. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi vos avis. Vous avez plus d'excuses pour pas le donner. Voilà. Mais c'est vrai que la grande question qui se pose, c'est tu as le marché stablecoin dollar qui d'un côté représente peut-être 120 milliards de dollars voire plus, oui. Et le marché stablecoin euro qui représente peut-être j'ai pas regardé derrière moi, mais je pense qu'on est à peu près 200 millions. Oui. Donc on est vraiment 0, je sais pas. Oui, on est très petit comparé à ça. Et quand on se dit que l'intégralité du marché de la crypto est que de 2% comparé à la finance traditionnelle, déjà nous on est vu un petit peu comme des fous. Dès qu'on parle du coup à notre cœur de cible ou aux organismes financiers qu'on va accompagner sur le produit, donc ils comprennent, mais ils disent mais pourquoi est-ce que vous vous embêtez avec ça? Alors que moi, mon combat de tous les jours, c'est de dire mais si c'est très important qu'on construise avec ça dès le départ, parce qu'on ne pourra pas rebrander plus tard et on ne pourra pas leur faire en sorte de respecter cet ADN plus tard. Mais c'est complexe à mettre en place. Parce que, comme toute chose qui peut avoir des répercussions, surtout sur les milieux de la finance et de l'économie, il faut le prendre avec énormément de responsabilité, beaucoup de compréhension et beaucoup de dosage. Bien sûr, oui, parce qu'en plus, tu endosses entre guillemets la responsabilité, la viabilité du stablecoin. C'est-à-dire que si tu dis, voilà, c'est ça. Je crée telle paire que je mets en avant et que finalement le stablecoin en question fait défaut. Oui, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on a envie de s'écarter en fait d'un token qui soit adossé à une valeur, parce que j'ai trop vu de tokens qui ont fait des mouvements. Le dernier token qui était censé être stable, qui a été laissé sur Binance, il a fait un pic avant d'être délisté. Il a fallu 3 heures. On en a trop vu en fait des choses comme ça. Et puis là, on joue sur un écosystème qu'il faut respecter.
On ne peut pas juste venir avec nos codes, notre révolution, et se dire mais en fait ça va plus vite, c'est cool, c'est plus sympa. Non, là on parle d'une transition énergétique, mondiale. On a une problématique de réchauffement climatique d'1,5 degré qui n'est pas une possibilité, qui devient de plus en plus une réalité. Moi, j'invite toute personne qui veut se renseigner à aller sur le site de la NASA, ne serait-ce que sur la landing page. Ils vont voir, OK, quelles sont les possibilités, quels sont les résultats du réchauffement climatique. Et ils vont voir des faits, ils vont voir des nombres, ils vont voir des chiffres. Donc quand on s'adresse à déjà on a des problématiques de climato-sceptisme, si en plus à ça on rajoute mais en fait les nouveaux entrants qui viennent avec des solutions, c'est soit considérés comme des scammers, soit considérés comme des personnes qui ne sont là que pour faire du capital et de la liquidité, c'est pas possible en fait. Tout le monde est retranché dans une espèce de bulle de manque de confiance. Et c'est pas comme ça qu'on va avancer. Ouais. Et d'ailleurs, je précise qu'il n'y a pas de TVA sur les sur les tokens. Exactement, il n'y a pas de TVA sur les tokens, don't try. Et on aura un AML qui sera plutôt dissuasif, on va dire. D'accord. Donc normalement, ça sera pas trop le genre de la maison, ouais. Et est-ce que vous avez des concurrents en off, je t'avais parlé de Carbonable, et tu m'as dit de Carbonable, pardon. Tu m'avais dit que c'était pas forcément un concurrent. Alors justement, je vais revenir à la parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure, que je vais réouvrir, le marché volontaire et le marché régulé. Carbonable, et ils ont été les premiers justement à commencer à avoir des croisements entre notre écosystème et l'écosystème du climat. Et ça, c'est visionnaire d'avoir vu ça et de s'être implanté dessus. En plus, ils l'ont fait avec les bonnes personnes aussi, en accompagnant, en experts également au capital. Donc vraiment félicitations à eux. Mais ils l'ont fait sur le marché volontaire. Donc eux, ils s'adressent à un autre pain point. Le pain point du marché volontaire, ça va être entre guillemets le B2B du marché des carbones. C'est une entreprise qui a envie d'investir dans un projet soit qui va capter du CO2 de l'air, soit qui va le loquer. Bon, après, il y a plein de, encore une fois, une grande granularité dans cet écosystème-là. Et sans parler de titres, en fait, juste t'achètes des forêts ou... En fait, c'est du crédit. D'accord. Donc, tu as un crédit, puis tu as plein de différents types de crédits. Les crédits carbone, c'est un peu comme du diamant. Il y en a de différentes sortes, il y en a de différents poids, de différentes tailles, il y en a qui valent plus ou moins quelque chose. Un crédit avec un certain standard, parce qu'en fait, il y a des standards internationaux qui se sont mis sur le marché. Un standard peut valoir, par exemple, du REDD+, donc c'est REDD+. Ça veut dire que ça a été un crédit qui est né d'une démarche de reforestation dans un endroit particulier du monde. Voilà. Et donc il y en a plein. Okay. C'est très 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 précis. Ouais. Donc Carbonable par exemple, ils vont assister en fait à la chaîne de valeur entre le moment où tu vas vouloir investir dans un projet, le crédit carbone du coup qui va émaner de ce projet et la façon dont après tu vas diriger ta liquidité pour générer un cercle vertueux. Voilà. Et juste ce crédit n'a pas été titrisé en fait, c'est juste un... Alors, de mes souvenirs, il le tokenise. Donc, en fait, ça passe pas par une titrisation, voilà, ça passe directement par une tokenisation. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un caractère officiel? Est-ce que c'est reconnu par les États ou... Pas à ma connaissance, non. D'accord. C'est reconnu, c'est la problématique du marché volontaire. Okay. C'est qu'il n'y a aucune reconnaissance. C'est market laws. Donc, tu as un vieux standard, ça fait 15 ans que tu es sur le marché, tu as le marché. Okay. Voilà. Alors que c'est pas censé marcher comme ça. D'accord. Et vous avez d'autres concurrents qui sont vraiment sur votre verticale à vous? Alors sur notre verticale à nous, non. On a deux grands acteurs qui font partie du marché. On a les acteurs des exchanges traditionnels, donc ICE, Intercontinental Exchange, que tu as cité plus tôt, et EEX. ICE à l'heure actuelle détient 90% des revenus du marché secondaire. Chose intéressante à noter, quand on sait que c'est 90% des systèmes européens. Et ça retourne aux États-Unis. Donc, quelques remaniements de flux qu'on peut commencer à prévoir, en tout cas qu'on va essayer de mettre en place, ouais. Voilà, de capitaliser, parce que on bénéficie en fait de la connaissance des géants américains, de l'accélération et la technologie, mais ce serait bien qu'on fasse quelque chose d'européen quand même. Okay. Et donc, du coup, de l'autre côté du paysage de la finance sur le carbone, sur les fintech carbone, on va avoir de l'exchange aussi digitalisé que le nôtre. Bon, peut-être pas aussi précis dans ce qu'on a envie de faire en termes de multilateral trading facility, parce qu'on a différentes features in-house qui vont également être des points différenciants. Bon, encore une fois, dans une démarche de valeur ajoutée. Et donc, ces acteurs-là, ils ne sont pas sur nos marchés. Ils ne sont pas attaqués au marché régulataire. Ils sont sur le marché volontaire. Je vais citer Expansive, par exemple, qui est magnifique. C'est une super entreprise. Ils viennent de finir, ils ont fait 480 millions de levées de fonds. Ça fait depuis 2019 qu'ils sont sur les marchés.
Et eux, en fait, ils proposent un exchange, justement, sur des titres énergie, sur des permis carbone volontaires. On va ensuite avoir l'Abu Dhabi Carbon Exchange, ACX, qui, eux, pareil, vont être sur des crédits volontaires. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucun acteur qui a émergé, qui s'est dit, bon, on va prendre le bâton de pèlerin, on va aller parler au gouvernement, on va aller s'assurer que les databases elles sont bien connectées, on va le faire gentiment, de façon pro bono pour les premières, pour s'assurer qu'il y ait vraiment une volonté et un pont de confiance qui a été marqué. On va s'assurer qu'ensuite, ce soit des codes qui sont faits pour les industriels avec la même accélération et le même luxe, quelque part, que nous, on a dans nos codes de finance, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de se frotter. Et en plus de ça, on va le faire sur des permis qui sont régulés, qu'il va falloir titriser, tokeniser. Ouais, ça fait une belle montagne à gravir. Et d'ailleurs, vous, comment, toi et tes associés, comment vous avez eu cette idée de créer Offset Alors, c'est un long chemin qui a duré 1 an et demi. D'accord. Donc moi, à l'origine, je travaillais dans le milieu de la blockchain. À la toute base, avant d'être chez Paris Blockchain Week, je travaillais dans une entreprise qui cherchait à faire de la démocratie participative on-chain. Okay. Donc on cherchait à tokeniser les paroles des citoyens, les voix de citoyens, et faire en sorte d'avoir un système d'incentive où quand il y a une cagnotte qui est débloquée par exemple la ville de Lyon, ils ont 2 millions d'euros qui sont versés par l'État par an pour des démarches de démocratie participative, et on cherchait à trouver un moyen d'indexer en fait ce pool de liquidité-là et l'implication citoyenne. D'accord. Je trouve que c'est un très long problème, donc je m'y attaque. Dans mon off time, j'écris un livre sur la gouvernance digitale missionné par un fonds d'investissement. Donc du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, ça allait prendre un temps très 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 long. Donc là, on est encore en phase de R&D. Peut-être plus tard, je lancerai quelque chose là-dessus, mais c'est pas dans mes envies pour le moment. Et donc après ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me saisisse un peu plus de l'écosystème et juste rencontrer les gens qui construisent. Parce que quand on ne rencontre pas les personnes pour qui on fait une technologie, pareil, c'est hors sol. Donc je me suis beaucoup amusée dans l'écosystème, rencontré les cerveaux derrière les technologies. Ok. Surtout en France, on a la chance d'avoir un bel écosystème. Donc, franchement, les gars, on a le meilleur écosystème. Faut arrêter. Ouais. On a des gens qui sont disponibles, qui sont patients, qui sont sympas, qui sont ouverts. On a des ponts entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto. Quand on va à Londres, soit ils sont tous cantonnés autour des OG NFT ou des punks. That's it. Voilà. States, c'est éclaté. Alors, il y a ceux qui font du bon lobbying, du très haut lobbying, de très haut vol, mais ça reste très incite. Après, on va avoir toute la course des marchés émergents, mais il n'y a pas vraiment de hub, à part si on va du côté de Méline. Mais non, on est bien en France. On est vraiment bien, on pourrait être fiers de nous. Voilà, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu qu'on sorte l'entreprise. On voulait faire aux États-Unis d'abord, mais la remettre en France parce que je pensais que je voulais qu'on ramène une coupe à la maison, quoi. Okay. Et ben en fait, on vient de la crypto, on vient de la blockchain, on va ramener une solution pour le climat que les gens cherchent. On a eu une très belle validation de marché quand on était à la dernière COP où l'équipe de l'UNFCCC a pris rendez-vous avec nous. Il nous a dit en fait, on cherche une solution comme la vôtre. La Banque mondiale devait la délivrer, ça fait 4 ans qu'on a les blueprints, on n'a rien. Et c'est ma question d'ailleurs, est-ce que vous êtes en contact avec les gouvernements, avec l'État français, avec les institutions donc eux, ils voient votre initiative, j'imagine, d'un bon œil. Est-ce qu'ils vous encouragent? Est-ce qu'ils sont prêts à vous subventionner Alors, subventionner, c'est un whole new ball game parce que c'est long. Donc moi, je préfère faire une levée de fonds et aller chercher de la liquidité auprès des personnes qui ont de l'argent pour ça, plutôt que d'aller prendre dans les caisses de l'État ou auprès d'entreprises plus jeunes qui en auraient plus besoin. Mais on a du soutien auprès du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur. Donc on a été très contents. On est en train d'ouvrir des ponts de communication avec le ministère de l'Économie, pas de l'écologie, parce que le secteur du carbone est passé cette année sous la houlette du secteur de l'économie. Normal. Normal. Je me suis dit, c'est bien, ils ont vu. C'est cool. Donc on va ouvrir ces ponts-là. On est en communication avec la CDC de façon assez rapprochée. Au niveau européen, on a du soutien auprès de 2 députés. Que je ne pourrais pas nommer là parce que il y a les européennes et je n'ai pas envie de politiser le débat. Mais on a des soutiens à la fois de différents partis politiques, quelles que soient leurs obédiences ou même leurs convictions. Les 2 partis s'accordent à dire oui, effectivement, ça c'est important. On est en contact avec 3 organismes qui s'assurent de faire de la public policy et des organisations comme l'INATBA, par exemple, au niveau du Parlement. Alors, l'INATBA, c'est un lobby blockchain et crypto, surtout basé sur la blockchain. Ils s'ouvrent un petit peu plus à la crypto dernièrement, qui a fait beaucoup d'efforts sur les communications entre une blockchain européenne, mettre en avant des use cases, et ils travaillent très étroitement avec le Parlement et la Commission. On va avoir la GBBC, par exemple, le Global Blockchain Business Council,
sous la présidence de Laurence Wittemeyer, qui est excellent également, et qui cherche à faire avancer le débat. Ok, donc pas mal de... C'est ça. Pas mal connecté. Et... Oui, on a... donc du coup, pour revenir sur ta question initiale, je suis partie dans un tunnel. Donc le projet naît à Davos. Donc le forum économique mondial, donc il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Donc je communique avec un Young Global Leader, donc qui fait partie des élites du World Economic Forum de par leur accomplissement, de par les hauts faits qu'ils ont réalisés, qui cherche depuis 2008 une solution sur le climat. D'accord. Donc lui, il a été ambassadeur pour l'ONU, il a fait beaucoup de bonnes choses dans l'écosystème. Et si je dis pas de bêtises d'ailleurs, pour revenir en arrière sur les arnaques à la taxe TVA carbone, c'était à peu près ces années-là d'ailleurs. C'était ces années-là. C'était exactement ces années-là. Okay. C'est là où ça a commencé en fait à ce que j'appelle percer la double couche des solution builders et des scammers. Ouais. Mais malheureusement, enfin, c'est des mondes qui sont obligés de communiquer. Bien sûr. Parce que si des solution builders, ils voient pas le côté intelligent, contournement, détournement, entre guillemets, d'une mentalité un peu plus scammy, mais c'est compliqué d'être un scammer, hein. Ça demande du travail. Hein. Ouais. Donc, les scammers pouvaient mettre leur cerveau au profit de la bonne cause. Mais en plus, je ne comprends pas parce que déjà à long terme, c'est beaucoup plus sustainable. En plus, tu joues dans un marché qui est économiquement beaucoup plus viable. Il faut juste se retrousser un peu plus les manches et puis décider de communiquer. Mais généralement, le moment où on voit qu'un marché va exploser, comme le marché d'Internet par exemple. Internet, dans les années 90-80, pareil, c'est un scam, c'est pas un scam. Il y avait des sales qui vendaient de l'internet space alors qu'ils savaient même pas ce que ça voulait dire. Donc en face, il y avait beaucoup de scepticisme. De toute façon, quand c'est intangible, c'est très compliqué pour le cerveau humain. Ah ouais. Donc là, justement, quand j'ai rencontré ce YGL, il m'a dit j'aimerais bien le rendre tangible parce qu'on a un problème de coordination. Personne n'arrive à se coordonner. Et d'ailleurs, cette personne, tu peux citer de qui il s'agit ou... Je préfère le garder discret. Mais est-ce qu'il est impliqué dans le projet maintenant Alors, il est plus impliqué dans le projet maintenant, à l'heure actuelle, mais on est resté longtemps impliqué pendant 5 mois quand on a commencé à faire les premiers systèmes d'architecture, donc de janvier onwards. Puis après, lui, il est parti vraiment sur une brique de MRV, donc il s'est attaqué au problème du marché volontaire. Moi, j'ai continué sur le marché volontaire, mais je l'ai abordé d'un point de vue commodité. Ok. Donc là, j'ai rencontré mon cofondateur dans une autre startup qui s'appelle AgriLedger, dont la CEO était anciennement vice-présidente à Chase Manhattan, qui a fait toute sa carrière à côté de JP Morgan. Donc il vient vraiment d'un écosystème financier. Elle a cherché à résoudre encore un autre problème, celui de la tokenisation on-chain des commodités sur les marchés émergents, pour s'assurer en fait d'avoir une chaîne de valeur sur blockchain qui permette de mieux rémunérer le fermier. D'accord. Donc c'est un autre sujet, mais elle savait que moi je construisais du coup ce système d'architecture-là, et elle m'a dit mais en fait tu as pensé à le voir d'un point de vue commodité ? Non, je n'ai pas pensé à le voir d'un point de vue commodité. Et donc c'est là où tu as switché du marché volontaire au marché compliance. Exactement, okay. C'est pour ça, parce que je me suis dit attends, mais il y a un problème de réserve globale. Il faut qu'on puisse avoir un moyen de calculer, parce que sinon s'il n'y a pas de réserve, c'est intangible. Et en l'occurrence, on pourrait le prendre de deux façons. Soit on le voit un peu comme le Bitcoin. Donc il y a une réserve finie. Et une fois qu'on est en bout de chain, on a minté tous les BTC en circulation. Et on pourrait faire ça si on considérait... super conversation d'ailleurs, je rends la papauté de cette idée à quelqu'un de chez JP Morgan qui était brillant quand on a échangé là-dessus. Il disait mais en fait, vous calculez le nombre d'émissions totales qu'il faudrait réduire sur une échelle de 5 à 10 ans au niveau monde. Et puis après, faites-en en fait votre X de réserve pour calculer votre boule de liquidité de token. Donc c'est une approche très top-down qu'on explore, qui est un petit peu compliquée à mettre en place, mais c'est des milieux qui font travailler beaucoup les rouages sur est-ce qu'on voit à 5 ans, est-ce qu'on voit à 10 ans, est-ce qu'on voit à 50 ans, comment est-ce qu'on attaque le problème. Et d'ailleurs, pour l'audience, est-ce que tu peux réexpliquer ce dernier point que tu mentionnais Je pense que c'est intéressant de détailler ce que tu voulais dire. Enfin, est-ce que tu peux réexpliquer ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux me rappeler la question ? Non, parce que j'ai répliqué. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? Non, en gros, le point que tu as mentionné, à savoir que ce revenu à 5-10 ans, après, il fallait s'en servir pour la partie. Oui, tout à fait. Je comprends, je situe mieux. Yes. Donc, si on veut calculer une réserve X, il faut bien entendu qu'on prenne un timestamp. Parce que si on est d'accord. Soit on se dit, OK, il faut que dans 10 ans, on ait abate
autant de réduction, on est baissé d'autant de réduction, soit on se dit, bah non, on va avoir une vision plus long terme, on va regarder à 50 ans combien d'émissions il faudrait qu'on ait ôté en fait de notre sphère, notre biosphère, pour qu'on arrive à ce qu'on appelle le Graal, le net zéro, dont tout le monde parle, ce fameux net zéro. Donc soit on part comme ça, soit on fait de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on dit non, on va voir quelles sont les émissions en fait qui sont produites à l'heure actuelle, donc au moment T tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut déceler comme courbe en fait prévisionnelle, et de cette courbe de prévision, on va chercher en fait à faire descendre et baisser la courbe, donc on va repiloter. Donc ça dépend en fait quel système de vase communicant on préfère. Soit c'est on a un grand vase rempli, on va le vider, soit c'est peut-être qu'on va pas y arriver parce que le vase il est très très lourd quand même quand on change de le vider. Donc on va voir les verres qu'on a à l'heure actuelle et on va chercher peu à peu à les vider un par un en s'assurant et en retraçant, etc., etc. Autant j'adore la vision de la première parce que ça fait fantasmer, ça fait rêver, ça donne l'impression que tout de suite on peut faire un truc de génie. Not whatever. C'est ça. Voilà, c'est que il vaut mieux quelque chose qu'on dit souvent dans l'entrepreneuriat, vaut mieux faire un joli step by step où tu te concentres vraiment sur un tout petit segment de ton marché et puis après tu scale up. Ouais, bien sûr. Ouais, plutôt que de voir trop grand et de se perdre. Ouais, c'est vraiment après des coups d'épée dans l'eau, sinon c'est ça. Commencer avec un segment très particulier. On va bientôt conclure parce que ça fait déjà un petit moment et c'est très intéressant. Oui, mais j'adore la conversation et les questions sont super pertinentes, c'est très très agréable. Merci. Une dernière question quand même que je me dois te poser, c'est où est-ce que tu en es actuellement? C'est quoi la suite? Enfin, où est-ce que vous en êtes? C'est quand le lancement? Alors, on est très fiers et très excités. On vient d'être sélectionnés sur 40 000 candidats pour faire partie de la cohorte des 6 sur Net Zero and Renewables par Startup Bootcamp. Startup Bootcamp, qu'est-ce que c'est? Voilà, merci beaucoup. C'est un des 10 meilleurs accélérateurs et incubateurs au monde. Ils sont ouverts depuis 2010. Ils sont en train de faire une licorne d'ailleurs parmi leur cheptel. Ils ont différents, je crois qu'ils ont 80 programmes au monde. Donc on a passé à travers tous les ronds de feu. On est très content d'avoir cette validation du marché. Ils ont comme partenaire privilégié par exemple Shell, qui cherchait une solution comme la nôtre. Donc c'était un beau moment de agréable. Donc ça c'est au niveau de la structuration de l'entreprise. Nous on a clos une pré-seed de façon un peu exotique, c'est-à-dire que je parlais à un investisseur qui est également tech. Donc il a plusieurs entreprises qui font du développement dans le cloud ou dans la blockchain. Il m'a dit écoute, moi je vais faire partie de l'aventure. Je fais ok, bon. Donc il a garanti 1 million de coûts de développement technique, mais en échange de sa rentrée au capital en tant que CTO. Donc j'ai mon investisseur CTO qui a rejoint l'aventure à ce moment-là. On s'est posé la question de faire une pré-seed après parce qu'on avait un business angel qu'on connaît depuis longtemps, qui nous suit et qui voulait également venir au capital. On a repiloté en passant en fait cette pré-seed en seed. Donc on a considéré notre première pré-seed d'1 million comme une pré-seed stand-alone, un petit peu comme l'ont fait Expansive. On s'inspire beaucoup d'eux. C'est toujours très important de construire en regardant ce qu'il y a autour du paysage plutôt que de s'imaginer qu'on a une solution. Et donc là, on va rentrer dans une seed à 5 millions. On est prêt au niveau de la documentation. On a la chance d'être très bien accompagné par différents organismes de banques traditionnelles, institutionnelles, qui se trouvent être un véritable soutien, parce qu'eux aussi ont envie de voir une solution émerger. On a trois beaux asset managers qui regardent l'écosystème de près, notamment auprès des ETF, qui savent qu'on existe, qui eux aussi se sont posé la question et qui cherchent une solution similaire. Donc on a la chance d'avoir pu avoir un échange avec BlackRock qui effectivement a validé la théorie de la pertinence d'un exchange blockchain qui serait basé sur ce marché. Donc les prochaines étapes sont très excitantes. Je ne sais pas à quelle vitesse ça peut avancer parce qu'on ne peut jamais s'avancer sans donner pareil des ballparks ou des visions. Moi, ce que je sais, c'est que pour les 3 prochains mois, on accélère. On espère finir la levée soit dans les 2 à 5 prochains mois. Une fois que la levée est terminée, on fait un ramp-up et l'ouverture de la plateforme est en janvier. Ça va juste être un souci de licence régulatoire. En tout cas, la technologie sera prête en octobre. Ça, on en est sûr et certain. D'accord. Donc, effectivement, il y a la partie régulatoire parce que n'importe qui, sinon, pourrait créer une plateforme. C'est ça. C'est que nous, on fait quelque chose de très précis dans le milieu de la bourse. On a envie de le faire bien parce qu'on ne peut pas se permettre de cut des corners ou de s'implanter à Chypre. Ça marchera pas. Et de toute façon, on n'aurait pas envie de le faire marcher comme ça parce qu'on veut donner aussi un signal en disant nous,
on fait les choses bien, en fait, dans oui, l'écosystème t'as pas le choix en blockchain. plus. Voilà, Ouais. on n'a pas le choix. Enfin, les gens oublient que la blockchain, à la base, les gens, ils sont attirés parce que c'est traçable, c'est transparent et c'est sécurisé. Ouais. Donc, quand ils disent, ah là 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 là, il y a des scams, il y a des méchants, c'est un écosystème qui est étrange. Non, en fait, on a juste envie de plus de responsabilité, Ouais. de systèmes qui soient retracés et qui soient visibles. Voilà. Yes, très clair. Donc, ouais, a priori, début d'année prochaine, lancement officiel de la plateforme. Est-ce qu'il y aura une période d'ailleurs de test? Tout à fait. Ouais. On ouvre le testnet normalement dans un mois. Ok. Donc mais ça- il sera. Il sera ouvert à une petite communauté d'early adopters. Donc, on a une quinzaine d'entreprises qui font partie en fait du portefeuille qui regardent. D'accord. Voilà, à ce moment-là, je pense qu'on va faire un outreach qui sera two-pronged. On va faire un outreach vraiment côté industriel, côté banque, donc ceux qui vont venir de cet écosystème-là. Et je ferai un autre outreach avec les techs d'exchange ou des entreprises que je connais en France ou même en côté Europe. Mais vraiment, encore une fois, on a un très bel écosystème en France. Yes. Faut vraiment bien insister dessus parce qu'on l'oublie. Et leur dire, OK, bah, on a fait ça. Est-ce que ça vous semble comme une bonne traduction? Est-ce que c'est un narratif que vous avez envie de porter aussi? Et est-ce que vous estimez qu'on a une pertinence en fait à commencer à maturer un peu en tant qu'écosystème et à arrêter de se faire toujours prendre la main dans le honeypot avec des problématiques régulatoires, avec encore une fois des corners qui ont été coupés. Je comprends qu'on a envie d'accélérer, mais là c'est le moment, il faut devenir responsable. Et c'est intéressant, tout à l'heure, tu mentionnais d'ailleurs en parlant d'exchange Kraken et OKEx. Ouais. Donc, eux, l'idée, ce serait d'être listés sur ces plateformes. Alors, listé, si on part côté token, ouais. si on Là, part côté là, token. pour l'instant, c'est pas du tout en, c'est pas J'ai du pas tout. sûr d'avoir votre token, en fait. Ça pourrait être juste titriser des. Ça peut également être juste une titrisation. Ok. Donc on a la technologie underlying, ça c'est bon, mais c'est la façon dont on va le mettre en forme, Ouais. on explore. Justement, c'est dans cette démarche d'exploration qu'on a parlé avec Kraken D'accord. sur qu'est-ce qu'on ferait en termes de tokenomics, qu'est-ce que vous pensez serait mieux. Est-ce que c'est une security ou un. Alors utility c'est une commodity. Ok. On a la réponse, on n'avait pas la réponse avant. Le problème c'est que tu vas rire, le permis carbone est considéré comme une commodité. Mais le futur permis carbone est considéré comme un outil financier. Ok. Donc, Quand tu dis commodity, d'ailleurs, on parle bien d'utility ou c'est. oui, tout à fait. ok. Non, commodity, utility, Pareil. très différent. Très différent. Commodity, par exemple, ça peut être, tu peux utiliser de l'amande, Ouais. un peu du riz, de C'est vraiment l'amande. des matières premières. C'est des matières premières. Utility, ça va être de l'immobilier. Ça va être ça a une utilité dans le monde physique. Ouais, Quoi. ça génère pas de dividendes. Voilà, pas de dividendes. On a pensé à faire cataloguer un permis carbone en utility, mais encore une fois, ça serait, je pense que ça serait un petit peu s'amuser du régulateur et c'est pas l'idée. Ok, très clair. Isa, merci beaucoup. Mais hyper c'est moi qui te intéressant. remercie. La discussion aurait pu durer, mais bon, on va. Oui, avec grand, On la prolongera plus tard lors d'une autre interview. Mais avec grand plaisir. Merci pour ton temps et merci à Audi Outpost de nous avoir accueillis dans leur super studio, très gentiment, voilà. Et voilà, et merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que génial, interview géniale. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine interview. Merci.